Coucou. Ah. Bonjour. Hey. Salut mon dame papa, tous les copains. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Allez Café. Il est 6h37 du matin à Paris et à Paris, eh bien c'est l'heure de parler de basket et de NBA. Installez-vous tranquillou. Je vois qu'il y a déjà plein de gens qui sont là en live, ça fait plaisir. Après cette purge, excusez-moi pour le spoiler, pour ceux qui peut-être n'ont rien vu et démarrent tout de suite avec Allez Café. Voici le genre de nuit de NBA où parfois, eh bien, on se dit qu'il aurait mieux fallu dormir. C'était 2 matchs particulièrement compliqués cette nuit. Bonjour à toutes et à tous ceux qui s'installent évidemment, qui sont en direct, ceux qui sont en replay. On espère que vous allez bien démarrer cette journée du mercredi de l'an de grâce 2022. On va respecter le line-up habituel. Parler des 2 rencontres de cette nuit, revenir sur une ou 2 news, parce qu'il y en a eu quand même dans la soirée. Et puis après enchaîner avec la journée, j'ai envie de dire. Hein, comme ça, comme tous les classiques. Donc je laisse évidemment les gens s'installer déjà de base. Bonjour d'Osaka, incroyable. Les gens sont partout. De Chicago, purée. Bonjour à toutes et à tous. Il y en a plein qui débarquent, c'est formidable. En direct de la station de métro, direction le taf. Mais bon courage. Bon courage à ceux qui partent au taf, ou peut-être qui finissent le taf. Il y en a qui déjeunent, qui dînent, j'en sais rien. Mon cher Don Papa, non ça suffit. Il met des packages de 10 subs. Bonjour. Les cœurs avec les doigts. J'espère que ça va bien de ton côté et de votre côté évidemment. Bonjour d'Alger, de Tours, de Datigna, de Milan, de Montréal, il y a de tout. Eh bien c'est formidable. Londres direction la France. Bon bah très bien. Où que vous soyez, quel que soit votre pays, votre situation, que vous soyez dans le métro, dans les transports, dans votre lit, dans vos oreilles, peut-être dans vos enceintes du matin, bah, j'espère que vous allez bien démarrer cette journée. Et on va faire comme d'habitude, petite lampée protocolaire, en vous montrant les scores de cette nuit. Attention, soyez prêts, les écarts font la taille des Hauts-de-Seine. Lampée. Victoire de Miami. Vous ne vous trompez pas, il y a bien marqué 120 à 85 et il y a bien marqué 110 à 80 pour Phoenix contre Dallas. Voilà, hein, vraiment, on était sur du travail de moins de 18 ans, interdit aux moins de 18 ans, malheureusement, hein, une purge totale, hein, il y a eu un écart, j'ai même pas envie d'en parler, voilà. Voilà, bonne journée. Je vous souhaite une bonne journée. C'est la fin de ce Allez Café. Au revoir. Non, c'était vraiment très très dur. On a eu 2 matchs qui n'ont pas du tout en fait été serrés. Mais on va quand même revenir sur les détails de ces rencontres parce que c'est bien ce qu'il faut qu'on fasse. Il y en a plein qui mettent dans les commentaires. C'est chouette, j'ai même plus à regarder les matchs maintenant avec Allez Café. Tu me fais le débrief. Peut-être qu'un jour je vais faire un troll et faire un faux débrief qui n'a rien à voir avec le match. Non, je pense qu'on va continuer à faire comme il faut. Et donc, démarrer par cette atrocité qu'on a eu à Miami, et on va démarrer tout de suite. Victoire 120 à 85. Comment dire, on a vu Philadelphie revenir. Excusez-moi, il va falloir que je reste concentré. Parce que je sens que ça va être facile comme émission. On a vu Philadelphie revenir, ils étaient menés 2-0, ils sont revenus à 2-2, on a eu Joel Embiid qui était de retour, on a vu Joel Embiid qui n'a pas été élu MVP, on a Georges Niang qui nous a dit « Ah, vous allez voir de quel bois il se chauffe, il va se chauffer Joel ». Réponse de la France « Non ». Voilà, désolé. Un match qui a très mal démarré pour Philly, 31-19 pour le Heat dans le premier quart-temps. Ça a enchaîné, dans le deuxième quart, ça se stabilise un petit peu, et puis bon bah après... Allez, hop. Miami Basketball, de la défense, de l'attaque, Jimmy Butler, Max Strus, Bam Adebayo, patati patata, tout le monde qui s'y met, Victor Oladipo, 39-19 dans le dernier quart-temps, c'était une purge.
Impossible pour Philly de scorer, de compter sur ses principaux joueurs. Et de l'autre côté, Miami a fait que le travail. Ah, il s'était fait peur 2 matchs de suite en déplacement. Donc il fallait bien rentrer à la maison et remettre les points sur les i. Donc pendant que certains s'installent ou perdent de la vue, un de leurs 5 sens peut-être ou même plusieurs, après cette horribilité basketballistique, je peux évidemment commencer par la feuille de stats de nos amis de Floride. Commençons par rendre à César ce qui lui appartient. Beau travail de Jimmy Butler dont on va reparler, 23 points, 9 rebonds et 6 passes à 9 sur 15 au tir, 2 sur 4 à 3 points, toujours sous contrôle. Un des meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur joueur, on va en redébattre tout à l'heure avec vous, de ces playoffs 2022, Jimmy Buckets, impeccable des deux côtés du terrain. Merci pour les tire subs, merci beaucoup, je vous fais des bisous. Ceux qui s'installent, je vous laisse vous installer. Penardos, Gabe Vincent, 15 points, 5 rebonds. Il n'y avait pas de Kyle Lowry. On avait appris avant la rencontre que Kyle Lowry serait absent. Et donc on a eu la retitularisation de certains garçons. On a eu les 19 points et 10 rebonds de Max Strus, qui en plus de ses 4 sur 10 à 3 points, est allé vers le panier en deuxième mi-temps pour agresser la défense intérieure de Philadelphie. On a un très bon Victor Oladipo, encore une fois. 13 points, 3 rebonds et 3 passes en sortie de banc. Il est même meilleur que Tyler Herro ce soir. Il a fait des très belles perfs, Victor Oladipo, récemment. Et donc voilà, vous avez Bam Adebayo qui, au-delà de ses 12 points et 6 rebonds, a bien boxé. Joel Embiid pour tenir physiquement, pas de problème de faute. On a PJ Tucker qui a fait son travail, comme d'habitude. Et donc vous avez une équipe de Miami qui, sans tirer extraordinairement, ne perd que 11 ballons, fait bien tourner le cuir, hein, et du coup s'en sort avec 120 points, score à domicile. C'était géré. C'est très clairement géré de la part de Miami, pas de problème. Je pense qu'ils ont quelques regrets de ne pas avoir pris de match à Philadelphie et qu'ils ont voulu remettre les points sur les i. C'était extrêmement clair. Il y a une classe d'écart entre Philly et Miami. Maintenant on va voir, il y a un Game 6. Parlons quand même de nos amis les Sixers. Qui dit une branlée dit des joueurs qui n'ont pas fait leur travail. Alors qui c'est qui n'a pas rempli son cahier de vacances? Eh bien je ne sais pas, peut-être Tyrese Maxey, 2 sur 10 au tir, 9 points, pas du tout le même impact que précédemment. James Harden, après son très grand coup de chaud au Game 4, redescend sur terre, 14 points, 6 rebonds et 4 passes, 14 points en 13 tirs tentés avec 4 ballons perdus, trop compliqué. Joel Embiid s'est fait peur à un moment avec un gros coup dans le visage, mais il a quand même mis ses 17 points, mais il n'a pas eu l'impact désiré. Et alors le banc, bon bah là, un banc... Un ban, j'ai envie de bannir tout le monde en fait, c'est plus un ban qu'un ban là. Le ban c'était trop compliqué, tu peux compter sur quasi personne. Il y a Shake Milton qui a essayé un peu, mais sur des pourcentages dégueulasses de contribuer. C'est un banc public. C'est les bancs qui sont en bas de chez vous, je sais pas où vous habitez, mais si vous avez des stations de métro, vous allez voir un banc, c'était le banc de Philly hier soir. Voilà, très clairement. Alors qu'en face, on avait un vrai banc, un banc avec des joueurs à Miami. Donc du coup, c'était un peu compliqué. Voilà. Alors non, ce n'est pas Jerry Springer, c'est Jaden Springer, qui est un vrai coup de cœur en termes de rookie et qui j'espère va bien se développer à Philadelphie. Dans tous les cas, voilà, ça a été très compliqué. Danny Green a quand même mis ses 2 tirs à 3 points, mais Philly au global n'a pas tenu. Voilà, c'est trop compliqué. Donc malheureusement, j'ai pas grand chose à vous dire sur cette rencontre parce que si vous voulez, dans les temps forts, vous avez quand même Joel Embiid qui va jouer avec ce masque et on va se dire genre tiens, est-ce qu'il va tenir? Et c'est une grosse frayeur dans le match parce qu'il y a un ballon sur lequel Dwayne Dedmon se bat et il tape sur le ballon et le ballon rebondit contre le visage de Joel Embiid et on le voit s'écrouler au sol, enlever son masque et nous montrer vraiment sa détermination et son leadership. Embiid va retourner sur le banc avec un staff médical qui est paniqué, des joueurs qui sont autour de lui et il va dire non, on y retourne. Mais c'est peut-être le seul highlight de Philadelphie cette nuit. Autour de ça, c'était n'importe quoi. Alors qu'en face, Miami, c'était la perfection. Tout ça sans Kyle Lowry. Donc, comme d'habitude, je vais devoir vous montrer les petits tweets de ce match, mais je vous cache pas que c'était... Si vous avez dormi, vous avez bien fait. Voilà, hein, on va le répéter dans cette émission, mais très clairement, vous avez eu la très bonne idée du siècle de parler de ce match. Bonjour à ceux qui s'installent maintenant. L'image dont je vous parlais, c'est Joel Embiid dans ce second quart-temps qui se fait une grosse frayeur en rejoignant son banc après avoir enlevé son masque parce qu'il s'était pris un gros coup dans le visage et on sait que Joel Embiid, depuis l'incident avec Pascal Siakam et pas n'importe quel contact au visage, est évidemment source d'inquiétude, mais voilà, c'était un peu tendu pour Joel. Ça c'est l'autre image, mais c'est un peu plus tard dans le match. Bon bah 99-70, Hello Darkness my old friend, hein. Je sais pas si vous connaissez la chanson, mais là quand il y a plus 30 et que t'es à Miami et que les mecs commencent à mettre les sons cubains et portoricains pour faire motiver le public, bon bah là tu sais que ta soirée est terminée. Donc trop compliqué pour Joel et pour tous ses copains. Voilà.
Pourtant, oui, Joel Embiid s'est bien présenté et s'est pointé à Miami, mais Philadelphie n'a pas existé. Le score final, c'est 120-85, donc 3-2 pour Miami dans la série. Direction Philadelphie pour un Game 6 qui s'annonce absolument immanquable. Une petite image de Jimmy Butler en interview d'après-match avec PJ Tucker qui était clairement content d'avoir fait le boulot. Maintenant, j'ai quelques petites questions à vous poser. Parce que lorsqu'on a des purges comme ça, j'aime bien alimenter avec des discussions un petit peu autour, j'ai envie de dire, des performances. Première question. Et je vous invite à y répondre évidemment dans le chat. J'ai posé la question sur Twitter, est-ce qu'on va avoir droit à un Game 7 à Miami ou est-ce que Miami finissra en 6 à Philadelphie? Pour le moment, donc à chaud, en sortie de cette grosse branlée, beaucoup de gens disent 4-2. Hein, voilà. On est sur 4-2. Merci à ceux qui viennent en direct pour la première fois. Installez-vous peinard. J'étais en train de poser la question, est-ce que cette série va se dérouler en 6 matchs ou en 7? Il y en a qui me disent que la série est terminado. Vous êtes en 6. Miami en 6. Il y en a qui forcent le 7. C'est vrai que on est à peu près sur les mêmes pourcentages qu'il y avait sur Twitter. Hein. Il y a plus de quasiment 3000 personnes qui ont voté. On est plutôt sur une faveur Game 6, mais c'est pas certain. Parce que c'est vrai que Philadelphie, on s'attend à 2-3 choses quand même. De retour à la maison, le momentum, public, arbitrage, tout ça. Tu vas retrouver tes lancers, tu vas retrouver ta confiance. Il y a des shoots qui peuvent rentrer. On sait pas, si ça se trouve, Tyrese Maxey va retrouver son efficacité et le banc de Philly va se réveiller. Si ça se trouve, Max Strus va jouer dégueulassement et Victor Oladipo va redescendre sur terre. Mais j'ai envie de dire, si Miami est à la hauteur de ses ambitions, qui est de nous prouver que cette saison on n'a pas assez parlé d'eux, il y a ce sentiment vraiment chez les fans du 8 et à Miami, mais au global dans la franchise, de vouloir fermer la bouche de beaucoup de gens et dire c'est pas Milwaukee, c'est pas Boston, c'est pas je ne sais qui, c'est nous sur qui on doit compter en finale NBA pour représenter l'Est. Eh bien, je pense qu'une manière très intelligente et intéressante de rappeler tout ça, c'est terminer la série Philadelphie. Parce que ce serait une manière assez autoritaire de dire voilà, nous on n'est pas là pour jouer avec la nourriture, on est là pour finir le boulot. Et donc ça passe par un gros match en déplacement. Ils ont gagné un match, si je ne dis pas de bêtises, à Atlanta pour le moment. Ils ont perdu un autre match à Atlanta. Ils ont perdu 2 matchs du côté de Philadelphie. Ce serait peut-être bien que les Sixers nous envoient une masterclass en déplacement. Et ça passe notamment par cette déclaration de Jimmy Butler d'après-match, cette nuit, où il disait on doit vraiment assurer en défense. On ne doit pas dépendre de notre réussite au tir. Je vous promets, dit Jimmy Butler, je vous promets que si on ne se focalise pas sur cette réussite au tir, et qu'on s'occupe avant tout de notre défense en priorité number 1, on remportera ce Game 6. Donc vous êtes déjà prêts pour le match qui aura lieu après-demain. Ça va être un festin normalement défensif de Miami. Bon, après, s'ils tiennent ces propos et que les mecs défendent pas un plomb et que tout le monde se croit en vacances, ça va être compliqué de les prendre au sérieux. Mais je pense que Miami va se ramener le couteau entre les dents avec un Jimmy Butler qui va taper du poing sur la table et dire les gars, on défend. Si nos tirs rentrent pas, c'est comme ça. Et on a vu qu'en 2 déplacements, Miami, leurs tirs ils sont absolument pas rentrés. Mais il a raison, Jimmy Buckets. Faut qu'en défense, ça assure avant tout. Donc, voilà pour ces petits aspects du côté de la série Miami-Philadelphie. Avant de basculer sur Phoenix-Dallas, j'ai lancé un débat dans la nuit sur les réseaux sociaux et je voulais bien parler votre réponse. Que vous soyez en direct ou en replay sur YouTube, ça a agité pas mal de monde. Et donc, je vous pose la question. Nous sommes aujourd'hui le 11 mai. Et au mercredi 11 mai, je pose la question... Est-ce que Jimmy Butler est le meilleur joueur de tous ces playoffs 2022 ? Alors vous voyez au niveau du peuple, en tout cas sur l'oiseau bleu, on est quasiment sur un 50-50. Il y en a plein qui ont mentionné Giannis, Jason Tatum, Stephen Curry, d'autres garçons, Luka Doncic, etc. Je prends un peu la température dans ce chat. Les gens disent non. De loin oui. Mais décidez-vous, voyons. Le plus constant. Booker fait du ski. Non, Yanis Lebois. Alors, faisons les éléments de comparaison. Encore une fois, on parle de aujourd'hui, donc le 11 mai. J'ai l'impression que l'élément qui retient le plus Jimmy Butler, c'est que il a joué Atlanta et il a joué Philadelphie avec un Joel Embiid qui soit était absent, soit jamais à 100%. Et donc, on ne prend pas trop au sérieux pour le moment les perfs de Jimmy Butler, j'ai l'impression. Alors que c'est dommage parce que le mec est à près de 30 points, 7 rebonds et 4 passes de moyenne, avec des pourcentages de zinzin, et il est d'une régularité incroyable. Donc il y a qui serait
à côté ou devant, il y a... Le truc, c'est que je comprends les gens qui vont dire Devin Booker, mais sur le premier tour, on parlait surtout de Chris Paul. Et là, sur le deuxième tour, on parle plutôt de Devin Booker. Donc j'ai l'impression que les Suns, je mettrai un peu de côté. Tout de suite, on me dit, il y en a qui mettent Donovan Mitchell. J'aime bien les gens qui trollent à 6h50 du matin. Je vous aime dans le chat. Jason Tatum, c'est ouf. Oui. Premier tour extraordinaire contre Kevin Durant. Impeccable, le sweep, le mec, c'est le meilleur joueur des playoffs après le premier tour. Ça s'est un peu calmé. Sur le deuxième tour, il a été bon, hein, évidemment, mais l'impact a été moindre. Est-ce que Jason Tatum est devant Jimmy Butler? Moi, je peux l'entendre. Giannis déroule contre Chicago et nous a fait une bonne série jusqu'ici. Bon, j'avoue, Giannis. Je pense que Giannis est dans le coup, ouais. Je pense que Giannis est dans le coup. Dion Brooks, évidemment, je ne peux pas le mettre en jeu. Stephen Curry, on en fait quoi? Parce que Steph a été... ok, mais c'était surtout Jordan Poole dont on parlait sur la première série avec Clay contre Denver. Et sur la demi, il s'est un peu réveillé, mais c'est pas non plus le Curry masterclass hein, pour le moment. 31 points, 13 rebonds, 4 passes, le grec, c'est trop fort, c'est tout. Bon, allez. Bastien parle de Al Horford, c'est lui l'homme de ses playoffs sous-côté. Non, c'est un homme important, mais c'est pas l'homme de ses playoffs. Comme on arrêtez. Respectez-vous. Ou, comme on dit, dose. Il faut doser. Allez, on va partir sur Giannis. Giannis, Butler, Doncic. C'est vrai que Luka a loupé le début de la série contre Utah. Les a bien terminés. Et il a été sensationnel en déplacement à Phoenix. Et il a été bon, solide dans ses standards à domicile pour égaliser dans la série. J'aurais pas trop de problème à dire que Jimmy Butler est meilleur que Luka Doncic sur ses playoffs. J'ai envie de dire, est-ce que le podium c'est Giannis, Tatum, Butler? J'ai pas l'impression qu'à l'ouest, il y a quelqu'un qui sort du lot en tant que clair. Comme on l'a dit, il y a Devin Booker et Chris Paul qui ont été très très bons pour Phoenix. Curry, Clay, Draymond et Jordan Poole ont été très bons pour Golden State. Ja Morant, évidemment. Ja Morant, ouais. Putain, pourquoi j'ai failli oublier Ja Morant. Ja Morant, on le met podium ou pas? Ja Morant fait des meilleurs playoffs que Jimmy Butler? Ouais. C'est compliqué. Il a été... contre Minnesota, il a été pas mal critiqué quand même, parce qu'il n'a pas fait non plus une série extraordinaire. Et c'est vrai qu'il a démarré très très fort contre Golden State. Et là maintenant... c'est un peu plus compliqué avec sa blessure. Le problème c'est qu'il est out, voilà. Je vais suivre les majuscules de Maxime qui me met Giannis, Tatum, Butler. Dites-moi et dites-nous. Hein. Et le disrespect de Luka, oh, mais non, c'est pas le disrespect, c'est juste que je suis pas en train de dire que Luka est le 13e meilleur joueur des playoffs. Juste, Luka a loupé le début, a bien continué, et même s'il a été très très fort là contre Phoenix, je sais pas si Luka est le meilleur joueur de la conférence Ouest, ou est-ce que Luka a été meilleur que Tatum, Giannis et Jimmy Butler sur ses playoffs? Je sais pas. Je pense qu'on retient un peu trop ce qui s'est passé il y a 48 heures, ou 72 heures, et qu'on oublie qu'au début des playoffs, bah Luka il est pas là quoi. Donc on me dit Butler, Tatum et Giannis sont des bons défenseurs contrairement à Luka. C'est vrai aussi qu'il y a cet argument là, peut-être des deux côtés du terrain en fonction de votre préférence. Dans tous les cas ce sera vérifié, mais il faudra retenir ça lorsqu'on fera les 30 prévus en 30 jours, qu'au moment où on parle, Jimmy Butler fait vraiment des playoffs de grande qualité. Et donc c'est ce qui permet notamment à Miami de mener 3-2 et d'être à une victoire des finales de conférence. On va enchaîner, puisque ce débat pourrait durer éternellement. Petite lampée et on va parler tout de suite d'une autre purge. C'est cadeau, c'est la maison, c'est parti. Allez, à 3 on vomit, 1, 2, 3. Victoire de Phoenix, 110-80. 2 matchs, 2 purges. Si vous avez dormi, félicitations à vous. Vous avez vraiment pris la meilleure décision de votre vie. 110-80, la physionomie de ce match, on va l'expliquer en simple, mais vous pouvez le voir, ça se passe ici, au niveau de la souris. Vous voyez, la première mi-temps, safe. Dallas démarre très bien. Super. Luka, Brunson, il y a les petits shoots de Dorian Finney-Smith. Ok, c'est bien. Davis Bertans, ça fait le boulot. Les minutes sans Luka Doncic sont plutôt bonnes. Dallas tient bien. On se dit attention. Chris Paul, ça joue mal. Du côté de Phoenix, on doit compter sur un énorme Devin Booker, mais sinon c'est un petit peu léger. Bon, et ben on va se ramener gentiment à la mi-temps avec Phoenix qui mène de 3 points, mais voilà quoi.
T'as 49 à 46, mais on sent que il y a de la marge pour les Suns, mais on sent pas non plus que les Suns sont head and shoulders above the rest. Troisième quart-temps. Aïe. 33 à 14 pour Phoenix. 14 points en 12 minutes pour Dallas. Je vais même aller plus loin. Dallas dans le troisième quart-temps, 12 minutes de jeu, 12 ballons perdus. Je répète, pour les gens qui sont au fond de la classe, Dallas dans le troisième quart-temps, ils encaissent un 33 à 14, ils mettent 14 points, ils perdent 12 ballons. Tu mets un point, tu perds un ballon. Tu mets un point, tu perds un ballon, t'en prends 2 dans la foulée de la part de tout le monde. Alors là, réveil de toute l'armada de Phoenix. Devin Booker qui continue, DeAndre Ayton qui est agressif, Mikal Bridges, Cam Johnson, tout le monde s'y met, Landry Shamet et tout, bam. Que des tartes dans la gueule. Que des tartes dans la gueule. Il y a un run de zinzin qu'on va vous montrer après en visuel, mais vraiment Phoenix a fait un tsunami sur le troisième quart-temps, et ils ont enchaîné sur le quatrième. Ça a continué. D'ailleurs, Dallas a réagi là en conférence d'après-match. Luka, il l'a dit, là ça vient de tomber, il a dit bon bah voilà, dans le troisième quart-temps on s'est vraiment relaxé, ce n'était pas du tout nous, et ce n'était pas du tout ce qu'on est capable de faire, on doit être bien meilleur que ça. Au moment où Dallas s'est un peu reposé, Phoenix a augmenté son level, donc forcément c'est parti en freestyle, et c'est ce qui a mené à cette véritable branlée. La deuxième mi-temps, il n'y a même pas 2 équipes. Je me permets, hein, les fans de Dallas, désolé, mais le seul highlight de la deuxième mi-temps, c'est Marquise Chris et Bismack Biyombo qui ont essayé de se foutre sur la gueule. Donc voilà, parlons de nos amis de Dallas. Compliqué. Compliqué pourquoi? Compliqué parce que déjà t'es à 8 sur 32 à 3 points, tu laisses des points sur une des lancées. Luka, 28 points, 11 rebonds, mais pas non plus l'impact du siècle. 2 sur 8 à 3 points, beaucoup de step back qui ont été pris. On a eu évidemment des gros shoots loupés de la part de pas mal de garçons. Reggie Bullock, 35 minutes, 0 sur 5 au tir, 0 sur 3 à 3 points, il s'est même fait une frayeur physique, 0 sur 0, 0 sur rien. Davis Bertans, il met son 3 sur 4 à 3 points, mais Maxi Kleber, regardez Maxi Kleber et Dwight Powell. Dwight Powell, 8 minutes, 0 points, 1 rebond. Maxi Kleber, 24 minutes, 4 points, 6 rebonds. Donc, en gros, avec Bertans, le poste de pivot, que dalle. Que dalle, tu pouvais pas, alors que pourtant Ayton démarrait de manière plutôt soft, t'as même pas pu en profiter. Et donc même si Jalen Brunson a fait son travail, 21 points, 7 rebonds, 9 sur 17 au tir, toujours aussi sneaky, à rentrer dans la raquette, à faire des bons finishes, c'est pas assez. C'est pas assez. Et donc on est retombé assez clairement dans la physionomie que vous aviez peut-être vue sur les matchs 1 et 2 à Phoenix, où Dallas est très Luka centré. Alors il y a un bon Brunson, hein. Et on est quand même sur une équipe de Dallas très Luka centrée, très Doncic dépendante. Et autour, ça disparaît. Spencer Dinwiddie, que 0, nul. Ça n'allait pas, du tout. Donc forcément, quand Dallas joue comme ça, tu peux pas. Ce qui les a rendus très forts sur les matchs 3 et 4, c'est qu'ils sont imprévisibles. C'est que la marque, elle est répartie. Hop, Bertans, Dorian Finney-Smith, Reggie Bullock, un garçon qui contribue. Ici ou là, Maxi Kleber. Là, c'était Doncic et les Donkettes, comme on dit. Du coup, côté Phoenix, eh bien, belle répartition. Alors, je lui en dédicace quand même une. Les miquettes de Chris Paul bien sauvées. Alors, il y a 7 points et 10 passes décisives en 35 minutes. Mais oh là là, on a regardé le match. Je sais pas si certains dans le chat ou en replay l'ont vu. Chris Paul, pas confiant, pas top. Ça se voyait sur sa tête, il était pas tip top. Et donc, forcément, on s'est posé des questions, on s'est dit comment ça va se passer. Eh bien, Chris Paul peut compter sur un gros collectif autour de lui. Parce que si la première mi-temps de DeAndre Ayton elle est pas top, la deuxième elle est impeccable. 20 points, 9 rebonds, 9 sur 13 au tir. Je prends position, je me bats au rebond offensif. Devin Booker, exceptionnel. C'est le meilleur joueur de ce match. Il met 28 points et 7 rebonds à 11 sur 20 au tir et 3 sur 7 à 3 points. Il est dans tous les bons coups. Lorsqu'il faut faire passer Phoenix en première mi-temps, c'est lui qui met la charge. Il met 16 points, si je dis pas de bêtises, en première période. Dans le troisième quart-temps, lorsqu'il y a un tsunami 100% Suns, c'est Devin Booker qui met l'accélérateur. C'est lui qui va faire justement le push et qui va continuer après avec Landry Shamet, avec une belle entrée de Landry Shamet qui met 8 petits points en 19 minutes. Il y a aussi les 14 points de Cam Johnson, impeccable. On a la très bonne performance de Bismack Biyombo, 7 points et 6 rebonds pour prendre la place de Javel Magui qui s'est fait d'ailleurs un petit pépin au genou si je dis pas de bêtises. Mikal Bridges qui a retrouvé son tir, un peu en difficulté sur les derniers matchs, 14 points, 7 rebonds.
4 interceptions et 2 sur 5 à 3 points, c'est du Mical, tout simplement. Donc Phoenix, sans être transcendant, a mis une fessée en deuxième période, surtout. Hein. Quand vous voyez 110-80 sur la feuille de match, c'est pas genre Phoenix qui roule sur Dallas tout le long de la rencontre, c'est Phoenix qui, à partir de la deuxième mi-temps, dans le rétro. Merci, au revoir. Et donc ça nous mène à cette belle victoire, et Phoenix qui mène donc 3-2. Justement, je vous parlais de run, et donc je vais devoir vous montrer, après cette petite lampée protocolaire, les tweets de la nuit. Voilà, comme je vous le disais, petit jumper de Luka Doncic en début de troisième quart-temps. 49-48. T'es Dallas, t'es dedans. 49-48, impeccable. A few minutes later, comme dirait Bob l'éponge. 6 minutes plus tard, il y a plus 20. Bon bah voilà. Trop compliqué. Trop compliqué. Un petit peu tout à fait comme au match 2, je vois que c'est mentionné dans le chat. Excellente suggestion lorsqu'on a vu ce run de fin de match où Phoenix était sur un nuage hein, avec Chris Paul et ils ont foutu un tsunami dans la gueule de Dallas. Bien là, ça a été pareil dans le troisième quart-temps. C'est cette capacité qu'a Phoenix à jouer tout simplement comme la meilleure équipe de NBA des deux côtés du terrain et où les Mavs n'ont pas pu exister. Donc tu cales, hein, excusez-moi, laissez-moi réfléchir, un 19-2, voilà, dont un 17-0 si je dis pas de bêtises à un moment. Et c'est ce qui fait que forcément l'écart une fois qu'il est de plus 20 à Phoenix, démerde-toi hein. Tu peux pas revenir. Tu peux revenir à peut-être quelques coups offensifs, mais les shoots rentrent pas et défensivement ils ont pris la sauce Dallas. Donc trop compliqué. Massacre comme je disais des Suns sur le troisième quart, 33-14, avec tout le monde qui fait le travail, c'est le Phoenix numéro 1 de la saison. Et donc comme je le disais pour ceux qui débarquent, 12 ballons perdus en 12 minutes sur le troisième quart-temps. Il faut comprendre que Dallas à la mi-temps ils ont que 2 ballons perdus. Ils ont été très très stables, hein, très solides. Les mecs perdent 2 ballons, ils sont dedans. Tu te dis yes, Dallas peut peut-être faire un gros résultat. Le troisième quart c'était peut-être un des pires quart-temps de toute la saison de Dallas. Et je ne mâche pas mes mots. Score final donc 110-80, 3-2 dans la série, direction Dallas. Comme pour Miami-Philadelphie, je vais devoir vous poser la question. Craquez vos doigts. Ceux qui partent au travail, ceux qui se réveillent. Nous allons aller du côté de Dallas pour un Game 6. Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. Phoenix en 6 ou Game 7? Le peuple dit Phoenix en 6. Ils sont 64% sur Twitter à nous dire que Phoenix va en déplacement faire le travail et montrer qu'ils peuvent faire le boulot. Je parlais de Miami à l'instant qui n'a pas trop assuré un déplacement. Ce serait bien aussi pour Phoenix, à la hauteur de ses ambitions, de faire le travail. Les Suns, exceptionnels en saison régulière. En déplacement, ils ont été intraitables. Eh bien, on attend ces Suns-là. On attend, si vous voulez, cette victoire de Phoenix en tant que clair patron de la série. C'est-à-dire, je me pointe à Dallas. Le public est en feu, Luka est en feu, tout se passe bien, mais nous sommes collectivement trop forts. Je pense que c'est ça que Phoenix doit faire, et c'est ça qu'à titre personnel j'attends de la part des Suns. On en rediscutera avec Alex, mais t'as pas envie de prendre un risque d'un Game 7, où à ce moment-là ça shoot à 3 points, Dallas prend feu et tu te retrouves dans la merde. Et si Phoenix termine le travail en 6, je crois que ça annoncera aussi la couleur, du côté de Golden State qui essaie de finir les Grizzlies, genre elle est copains. Nous, on veut pas traîner non plus, d'accord? Donc, à voir ce que ça donne. Dans tous les cas, sur le chat, qu'est-ce qu'on me dit? Mavs in 7. Bon, bah alors là, ce sera extraordinaire. Mavs in 7, allons-y. 6, ça se termine direct. Phoenix en 6, très bien. Scott Foster, game incoming. C'est vrai qu'on n'a pas eu encore Scott Foster en arbitre, si je dis pas de bêtises. Donc, Scott Foster plus Chris Paul, vous savez ce que ça donne. Donc, on aura peut-être un Game 7. Ce sera très drôle, ça. Phoenix doit montrer qu'ils sont les patrons. Nous sommes bien d'accord. Faut pas jouer avec la nourriture. Oui, tout à fait. Je sens que les fans des Suns veulent terminer ça fort. On sait qu'il y a beaucoup de ressources à Dallas. Ils vont devoir se rattraper. Voilà, si vous voulez vous éclater, évidemment, n'hésitez pas à aller checker notre cher Bismack Biyombo qui s'est pris la tête avec Marquise Chris. Donc les deux ont failli se mettre des nions dans le vestiaire, dans le couloir, si ça vous intéresse. Excusez-moi, hop, tac, ça comme ça, c'est envoyé. Yes, super. Et donc, au niveau donc, des résultats, excusez-moi, je retrouve mes mots. Les résultats de la nuit, ils sont donc ici, je vous les remets. Victoire de Miami 120-85, Miami mène 3-2 dans la série, Game 6 à Philadelphie, absolument immanquable. Et Phoenix qui gagne donc 110-80, soirée spéciale purge, hein, sponsor par les meilleurs ophtalmos de France. On va passer aux news, quelques petites news avant de vous laisser. Il est 7h06 du matin, petite lampée, et on va parler de l'actualité. Au calme. Cheers.
On trinque. Hop là. Alors. Sale news du côté de Memphis. On va pas se mentir. Shams Charania nous a rapporté en toute fin de soirée que Ja-Morant avait un pépin au niveau de son genou, bone bruise, et que donc il y aurait de gros doutes sur le fait qu'il puisse revenir dans ses playoffs. Je répète, il y a de gros doutes pour que Ja-Morant puisse revenir sur ses playoffs 2022. C'est une terrible nouvelle pour les Grizzlies, déjà parce que Ja-Morant ne pourra pas jouer, hein, c'est la moindre des choses. Mais aussi parce qu'on va devoir se taper Dillon Brooks en isolation pendant encore un match minimum. Et ça, nous ne sommes pas prêts pour ça, notre société. Notre société n'est pas faite pour Dillon Brooks, au shoot. Donc un peu compliqué pour les Grizzlies, qui rentrent quand même à la maison. Ils sont menés 3-1, et on sait qu'à Golden State, il y a un certain historique avec les 3-1. Peut-être que Memphis va pouvoir forcer un Game 6, mais à ce moment-là, on retournera dans la baie de San Francisco pour assister à ce Game 6 au Chase Center. Mais dans tous les cas, il y aura beaucoup de choses à redire là-dessus parce que je veux pas, j'ai pas tous les éléments, donc je veux pas rentrer dans des débats un petit peu futiles, mais peut-être qu'à la fin de la série, je prendrai le temps de revenir sur comment ça s'est passé au niveau de Memphis et de l'annonce de la blessure de Ja-Morant. Je ne vais pas faire de procès. On va prendre le temps, encore une fois. Mais je trouve ça un peu bizarre. Un peu bizarre qu'il y ait eu des propos tenus par Taylor Jenkins et par certains sur le fait que ça appuyait le fait que c'était Jordan Poole qui avait blessé Ja-Morant. Je pense qu'à la fois dans la suspension, la non-suspension de la NBA, plus ce qui s'est révélé après au niveau médical, j'ai pas l'impression que c'est ce qui s'est passé. Dis les termes. Oui, je vais dire les termes. Mon cher poteau de la Dub Nation. On se retrouve à Toulouse ce samedi d'ailleurs. J'ai l'impression, oui, que c'est un petit peu... Je sais pas ce que vous en avez pensé de cette affaire, mais c'est pas très propre. Voilà. Et je veux pas dire que Taylor Jenkins c'est ceci ou cela, c'est un coach rookie qui fait ses gros... Enfin, coach rookie, en playoff. Hein. L'année dernière, il a affronté Utah, mais c'était juste une série. C'est la première fois qu'il est en demi-finale. La scène est très brillante. Tu affrontes Steve Kerr et les Warriors, voilà. Je pense que tout le monde a été un peu chamboulé par cette histoire de Draymond Green dès le début de la série, qui savate Brandon Clark, qu'ensuite il y a eu la réponse avec Dillon Brooks, qui envoie Gary Payton à l'hôpital, littéralement. Et je pense qu'il y a eu un petit peu un jeu de ping-pong, mais que c'était pas très honnête, pas très clair. Voilà. La tentation, elle était légitime, parce qu'il y a la vidéo qui a été virale de Jordan Poole qui touche le genou de Ja-Morant, mais je ne crois pas que c'est sur cette action que tu te fais un bone bruise. C'est pas avec les doigts hyper forts de Jordan Poole que tu vas créer ce genre de situation. Il faut revenir un peu plus tôt dans le match et voir notamment un contest sur Klay Thompson où il se fait mal, Ja-Morant. Et donc c'était pas... Voilà, c'était pas tip-top. Maintenant, on sait aussi que Jenkins, il essaye de défendre ses joueurs, et c'est le travail d'un coach. Et donc, il a eu une position qui était peut-être un peu bancale, mais qui était celle d'un entraîneur aussi, qui découvre ce genre de situation. Et voilà, il faudra juste vérifier comment ça se passe. Éviter que ça devienne en fait un truc, un antécédent. Éviter qu'on revienne là-dessus et qu'on se dise attention, du côté de Memphis, parfois ils sont un peu chelous sur les reports médicaux. Voilà, faudra éviter. Salut mon cher Onlyax. Et tous ceux qui débarquent. Donc, dans tous les cas, la nouvelle elle est vraiment négative pour nos amis de Memphis et même pour le basket d'une manière générale. Il y a de bonnes chances pour que Ja-Morant ne revienne pas sur ses playoffs sur lesquels il a vraiment été assez extraordinaire. On l'a vu préchauffer contre Minnesota, il nous a lâché quand même le poster de la vie et derrière quel début de série contre Golden State. On retiendra cette incroyable Game 2 contre Golden State, hein. Match à 47 points de Ja-Morant, je pense que celui-là il fait partie des très très grands moments de la saison 2022. Donc ça c'est la première nouvelle. On verra ce que donne Memphis sur le Game 5, mais retour à la maison, plus Dillon Brooks en ISO. Si ça se trouve, en plus Dillon Brooks va nous faire le match de sa vie et on en fera un aller café. Mais bon, voilà. Deuxième petite info que je vous donne, parce qu'il y a beaucoup de critiques qui ont été faites, notamment sur Monsieur Nikola Jokic et sur Joel Embiid, pardon. Excusez-moi, petite lampée. Et je sais pas si certains l'ont vu, mais on a essayé de voir les différents types de réactions par rapport aux trophées qui sont tombés. Et on sait que lorsqu'il y a des trophées annuels qui tombent, les trophées individuels, les réactions sont différentes de la part des seconds et des troisièmes. On a eu un exceptionnel Kevin Love qui a félicité notamment Tyler Herro, en toute logique, hein, il allait pas se battre et dire bon bah c'est moi le 6e homme de l'année, mais
très classe de la part de Kevin Love de dire félicitations à Tyler Herro, c'est un bucket, bravo à lui. On a eu un très très bon Mikal Bridges qui pensait être défenseur de l'année et qui publiquement a dit à Marcus Smart félicitations, c'est super, vive les joueurs extérieurs, formidable. Il y a d'autres trophées où ça n'a pas trop été comme ça. Eh bien, je suis bien content de voir que Joel Embiid a eu cette position-là. C'est que là, évidemment, je vous mets quelques propos. Il a été un peu plus long sur l'intégralité de ses propos. Il a notamment ajouté le fait qu'il ne savait pas quoi faire de plus pour le remporter, mais que pour lui, l'objectif, c'était surtout d'aller chercher le titre et que c'est maintenant quelque chose qu'il voulait mettre en priorité avant des histoires de MVP et de Depoy. Donc, pour le coup, de savoir que Joel Embiid, là, en première conférence de presse, malgré la défaite à Miami, malgré cette incertitude au visage, ils disent, première chose, bravo à Nikola Jokic, bravo à tous les garçons, Giannis méritait aussi, Devin Booker méritait aussi, formidable, chacun avait des super dossiers, bah je trouve ça balèze, voilà. Je sais que ça comptera pas dans la tête de beaucoup de gens, mais je trouve que c'est aussi à ça qu'on reconnaît les grands champions. C'est pas de chouiner, et de dire j'aurais dû, machin. Et si on avait pu, j'aurais pu. Et si ma tante en avait, ce serait mon oncle. Voilà, non. En fait, tu peux aussi juste dire bien joué, et on se retrouve l'année prochaine. Et peut-être que Embiid ira le chercher, ce trophée, et dira genre, voilà. Et Jokic sera le premier à dire, félicitations frérot, j'en ai 2, rattrape-moi. Et ce sera l'occasion d'avoir des belles rivalités entre ces joueurs. Ça, c'était juste pour la petite touche du jour. Et malheureusement, on doit terminer sur une mauvaise nouvelle. Pour l'histoire de la NBA, ça a été annoncé tout à l'heure, Adrian Wojnarowski et la NBA qui ont annoncé le triste décès de Monsieur Bob Lanier, Hall of Famer. Il était âgé de 73 ans, il se battait depuis plusieurs années contre une maladie apparemment, il a été entouré par ses proches et il est décédé ce mardi matin. Pour les gens qui ne savent pas qui est Bob Lanier, on parle d'un joueur qui a près de 20 000 points et 10 000 rebonds en carrière, qui n'a pas été champion, qui n'a pas été une des grandes légendes titrées, MVP de saison régulière ou quoi que ce soit, mais ça a été un intérieur tellement dominant de l'ancienne ère NBA, les années 70 notamment, on l'a vu du côté de Détroit, on l'a vu je crois aussi du côté de Milwaukee. C'est un joueur qui fait partie, voilà, si je dis pas de bêtises, de notre top 100 all-time. C'est une légende de la NBA, c'est un ancien président de l'association des joueurs aussi, qui a beaucoup travaillé pour que ce qu'on appelle les conventions collectives des joueurs soient encore mieux négociées avec les propriétaires, qui ensuite a été un ambassadeur global de la NBA. C'est-à-dire que Bob Lanier, après, allait faire les déplacements dans les autres continents pour faire la promotion de la NBA et les valeurs du jeu. Tout ce qui est NBA Cares, apprendre aux jeunes, ce qui est important, etc. Donc, plus qu'une histoire de points, rebonds, stats et les accomplissements en carrière, c'est un grand homme de la NBA qui vient de nous quitter. Donc, je vous invite à vous renseigner sur Monsieur Bob Lanier, dont on a parlé évidemment dans les 2 bouquins qu'on a pu sortir. On a fait des articles dessus, on en a parlé dans le Top 100 All-Time et donc on aura l'occasion d'en rediscuter. Une des anecdotes, notamment juste un petit peu sourire en coin, j'ai envie de dire amusante, c'est que Bob Lanier possède une des plus grandes pointures de l'histoire de la NBA. Je crois qu'il faisait entre du 58 et du 60, si je ne dis pas de bêtises, Monsieur Bob Lanier. Il était considéré comme un des grands pires, un des géants de la NBA, et donc voilà, ça a été souvent la blague qui lui a été faite. Il faudra que je ressorte une des blagues qu'il avait pu sortir précédemment sur ses pieds, mais je crois qu'une des blagues qu'il avait racontées une fois en rigolant, c'était que une fois un adversaire lui avait dit les pompes de Bob Lanier, elles se ramènent à 6h30, et Bob Lanier, ses pieds arrivent à 7h, tellement le mec il est long. Même ses orteils, ils arrivent en retard au match. Enfin voilà, ça fait partie des grandes images qu'on a pu avoir autour de Bob Lanier, qui nous a donc quittés à 73 ans. Et il y aura certainement des hommages faits par la NBA. C'est malheureux, c'est comme ça, mais j'ai envie de dire, parole de philosophe à 16h15 du matin, c'est le cycle de la vie. Et c'est comme ça. Ceci étant dit, je vais devoir terminer évidemment avec le petit bracket à jour, puisqu'il est juste ici. Vous pouvez le retrouver sur le site de la NBA. 3-2 pour Phoenix contre Dallas. Game 6 à venir en direct du Texas. À voir ce que ça va donner. Vous êtes une majorité à penser que Phoenix va terminer le boulot. Miami-Philadelphie, pareil. Vous êtes plutôt sur du Miami qui finit, même si il y a la probabilité d'avoir un Game 7. On attendra de voir si les Sixers peuvent tenir et forcer un Game 7. Boston contre Milwaukee. 2 partout, Game 5 absolument immanquable au TD Garden ce soir, et Golden State contre Memphis 3-1, en attendant de voir si Steph et sa bande peuvent finir le boulot en 5 petites rencontres. Voilà à peu près pour ces updates sur la NBA.
Vous êtes 1200 à 7h du matin à faire ces updates de Allez Café. C'est formidable, vous voyez, le sourire est automatique. Et donc comme d'habitude, on va terminer avec les classiques. Salut mon Richard. Salut, je suis sur Twitch en train de parler de NBA, les copains, c'est comme ça. On va finir avec les messages protocolaires. Alors, déjà, j'espère que vous allez passer une bonne journée, bien évidemment, que vous allez kiffer votre mercredi, que vous allez regarder les matchs de ce soir, parce qu'on va se taper 2 très très grosses rencontres. Je vous rappelle que ce sera notamment à 1h du matin, vous le voyez juste ici. Boston contre Milwaukee, absolument immanquable, 2 partout dans la série. Grand Giannis, grand Tatum, grand Jrue Holiday, grand Jaylen Brown. Ce sera à suivre donc à 1h en direct, 3h30 du matin. On surveillera s'il y aura la mise à mort des Grizzlies ou bien un Game 6 forcé en Californie. Ceux qui vont aller bosser, je vous souhaite du courage. Ceux qui sont en train de déjeuner ou de petit déjeuner, réveillez-vous tranquillou. Ceux qui font des partiels, des études ou quoi que ce soit, tenez bon. Et on va continuer sur ces playoffs 2022 de grande qualité. Nous on va se retrouver aussi avec Alex pour peut-être tourner des petits apéros. Je vais vous faire des grands bisous, vous laisser en musique. Et on se retrouve pas demain matin, je crois qu'il n'y aura pas de Allez Café demain matin, mais on se retrouvera je pense plutôt vendredi matin si je ne dis pas de bêtises. Ouais, je sais, ça va gueuler, etc. Il y en a qui vont me dire pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu, mais je vous laisserai expliquer aux copains qu'il y a des soirs où il faut juste se reposer un peu plus. C'est un long marathon la NBA. Après je rappelle qu'il y a la draft, enfin les finales NBA, la draft et la free agency. Ceci étant dit, je vous mets un petit coup de musique et on se retrouve après-demain dans les cafés. Très bonne journée à toutes et à tous, très bon mercredi et à ce soir pour de nouveaux matchs des playoffs. Des bisous. Ciao.